Correction du concours de l'ENSAM physique pour l'année 2025. Donc l'exercice numéro 1. Le 19 juin 2025, l'heure de la Coupe du Monde du club, Lionel Messi tire un coup franc à une distance D2 qui est égale à 20 mètres. Le ballon lancé depuis l'origine passe juste au-dessus du mur à la hauteur H1 égale à 2 mètres et situé à une distance D1 qui est égale à 8 mètres de l'origine O. Puis atteint la lucarne juste en dessous de la barre transversale du but à la hauteur H2 est égale à 2,44 mètres. La vitesse initiale est donnée par V0 est égale à V0x OX plus V0Z EZ. Dans cette étude, on adopte un référentiel terrestre galiléen R OX est horizontal et OZ vertical vers le haut. On néglige les frottements de l'air et on modélise le ballon comme un point matériel de masse petit m et de coordonnées XZ. L'intensité du champ de pesanteur est désignée par G est égale à 10 mètres par seconde carré. L'équation de la trajectoire s'écrit Z est égal à AX carré plus BX. Donc ce qu'on veut, c'est le couple AB parmi les 4 propositions ici. Donc, les données sont la distance du tir au but, c'est D2. La hauteur du mur, ici, c'est H1. Distance du mur à l'origine, ça c'est D1. Ça c'est D2. Ça c'est H2. Donc, voici, ça c'est EX. Ça c'est EZ. Donc, on a la vitesse initiale, elle est désignée par V0 qui est égal à V0 OX et V0Z EZ. Donc il s'écrit, l'équation de la trajectoire s'écrit Z égale à AX carré plus BX. Donc ce qu'on veut, c'est le couple AB. Donc on a un mouvement qui est uniformément varié. Donc selon cette partie, selon EX, alors X est égal à V0X T, parce que X0 égale à 0. Donc on tire T, donc T est égal à X sur V0X. Et on a Z, elle est égale à moins 1 demi G sur 2, T au carré plus V0Z T plus Y0 qui est égal à 0. Donc l'équation de la trajectoire consiste à remplacer T ici par cette expression ici. Donc on aura donc Z, elle est égale à cette expression ici. Donc lorsqu'on compare cette écriture avec celle donnée par l'hypothèse, alors on tire que le A est égal à moins G sur 2 V0x au carré et que B est égal à V0z sur V0x. Donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. La question 32, la vitesse verticale s'écrit V0Z est égal à C V0X plus D sur V0X. Donc ce qu'on veut, c'est le couple CD qui vérifie l'une des propositions ici. Donc, on a V0Z est égal à C V0X plus D sur V0X. Donc, on veut le couple C et D.
Donc, on a l'équation de la trajectoire qu'on vient de trouver pour la première question. Donc, en remplaçant x par d1 et z par h1, on aura donc h1, elle est égale à moins g sur 2, d1 au carré sur v0x au carré plus v0z sur v0x d1. Soit, donc ici, donc, on a donc v0z, ce qu'on veut, c'est v0z. Donc v0z, elle est égale à h1 plus ce terme ici, divisé par ce terme ici, c'est-à-dire c'est l'inverse ici. Donc ça, après substitution, on trouve cette expression ici. C'est-à-dire que C, elle est égale à H1 sur D1 et que D, elle est égale à G D1 sur 2. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 33. La vitesse horizontale s'écrit V0x, elle est égale à racine carrée de G qui multiplie C sur 2. Quelle est l'expression de E parmi les réponses proposées ici? Donc, on a la vitesse horizontale, elle s'écrit sous cette forme ici. Donc, c'est G, donc ça c'est une constante, C. Donc la vitesse horizontale V0x est constante car il n'y a pas de frottement. Pour déterminer, nous utilisons le point de passage du ballon dans l'équation trouvée, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire, en substituant les points de passage. Donc au mur, donc le mur c'est ça. Donc au mur, on a les coordonnées x1 et z1. Donc x1 c'est quoi? C'est d1 et z1 c'est h1. À la barre transversale, c'est-à-dire ici, on a x2 qui est égal à d2 et z2 qui est égal à h2. Donc on se trouve devant deux équations. Donc on va remplacer dans v0z, c'est-à-dire cette expression ici. Donc on a v0z, ça c'est h1. Donc h1 avec d1. Et qui est égal encore à d2 avec h2, la relation, les deux relations. Donc on a cette expression ici. Donc après réarrangement, tout simplement c'est du calcul. Donc après calcul, on va trouver que cette V0x au carré, elle est égale à GC sur 2. C'est-à-dire V0x est égal à racine. C'est-à-dire est égal à racine de ce terme ici. Donc, après substitution en comparaison avec ce terme ici, donc on va enlever le G et le 2, et le reste c'est égal à cette partie-là. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
La question 34, la valeur numérique approximative du couple V0X, V0Z. On a V0X, il est égal à cette expression ici. Puisque ça, c'est V0X au carré. Donc V0X, c'est la racine carrée. Donc est égal à ce terme-là. Donc on a tous les termes. On a D1, D2, H1, H2, G. On remplace, on va trouver qui est égal à 21,68 mètres par seconde. Et V0Z, d'après la première question, elle est liée à V0X. Donc, une fois on connaît V0X avec les autres expressions, donc on peut trouver quoi est égal V0Z. Z, elle est égale à peu près à 7,26 mètres par seconde. Donc, d'où il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 35. La valeur approximative de la norme de V0. Donc, la norme de la vitesse initiale est donnée par V0 qui est égal à V0x au carré plus V0z au carré. Donc, on a cette expression ça au carré plus ça au carré, ça nous donne à peu près 22,87 mètres par seconde. Donc, il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 37, physiquement et selon les données fournies. La vitesse initiale V0 peut être unique, double, double si H1 est inférieur à H2, unique si H1 est inférieur à H2, ou bien le E, c'est aucune réponse. Donc, la vitesse V0 est unique car elle est déterminée par les conditions de passage du ballon au-dessus du mur et sous la barre transversale. Donc les paramètres V0x et V0z sont uniques pour respecter ces conditions. Pour que ces conditions doivent être réalisées, il faut que la vitesse V0x et V0z doivent avoir des valeurs uniques. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 37, en présence de frottement, la vitesse initiale réelle V0R du ballon est, c'est-à-dire les frottements, il existe. En présence de frottement, la portée du ballon diminue car les frottements agissent sur le ballon. Pour atteindre la même distance des deux, la vitesse initiale doit être plus grande, c'est-à-dire que V0R doit être supérieur à V0. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
L'exercice 2, Yahya défile la gravité pour rejoindre Lokman. Yahya est un cascadeur supposé ponctuel S de masse petit m. Il démarre du point A à l'instant t0 avec une vitesse initiale VA. Il suit une piste AB inclinée d'un angle bêta par rapport à l'horizontale, puis une position de courbe BO. Depuis le point O, elle s'élance avec une vitesse V0, formant un angle alpha avec la verticale, dans le but d'atteindre son frère Lokman au point P, situé au-delà d'un lac. Ça, c'est le lac. De largeur L, on néglige les frottements et les référentiels sont pris galiléens. Le champ de la pesanteur est noté G. Donc la question 38, en appliquant la deuxième loi de Newton dans le repère AXY. Le couple de coordonnées AX, AY de l'accélération A de S, c'est-à-dire de Lokman. Donc, en appliquant le principe fondamental de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton dans le repère AX, AY, qui est supposé galiléen. Donc, dans ce repère ici, on projette le poids. Donc, on a cette partie-là, ça c'est moins P cosinus bêta, et ça c'est plus P sinus bêta. Donc l'accélération due à la pesanteur peut être décomposée selon ces deux axes. Donc la pesanteur G agit vers le bas. Donc G, il est toujours vers le bas. Donc G, le composant de G, c'est G cosinus bêta EX plus 0 EY. Car le mouvement, elle est sur l'axe des X. Donc l'accélération A, et alors ses coordonnées sont G cosinus bêta et 0. Car le mouvement, il est situé sur cet axe AX. Donc d'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. La question 39. L'instant d'arrivée au point B est TB égale à moins VA plus racine de delta sur G sinus bêta. Donc, quelle est l'expression de delta? Ça, c'est le discriminant. Donc, pour trouver l'instant TB, on va utiliser ce qu'on appelle les équations de mouvement sur le plan incliné. Donc, selon x de t, c'est-à-dire cette partie-là, on a l'expression c'est 1 demi axt au carré plus vat. OAX il est égal à g sinus bêta. Lorsque Yahya arrive au point B, donc il a parcouru la distance AB. Donc on va remplacer x de t par AB. C'est-à-dire on a une équation du second degré dont la variable c'est TB. Donc on calcule son discriminant. Donc delta, elle est égale à VA au carré moins 4 fois ce terme ici qui multiplie ce terme ici.
C'est-à-dire que delta il est égal à VA au carré plus 2 A B G sinus bêta. La question 40, la vitesse au point B s'écrit VB est égal à racine de delta prime. Donc delta prime, quelle est son expression ici? Donc la vitesse au point B s'écrit VB est égal à racine carrée de delta prime. Donc l'énergie cinétique initiale au point A est 1 demi MVA au carré. C'est-à-dire ici. Au point B, c'est 1 demi MVB au carré. La variation d'énergie potentielle entre A et B, elle est égale à MGHB moins MGHA, qui est égal à MG facteur de HB moins HA. Puisque HB moins HA, elle est égal à AB sinus bêta. Alors, delta EP, elle est égale à cette expression ici. Par conservation de l'énergie cinétique, on a 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA au carré est égal à delta EP. Donc, soit VB au carré, elle est égale à VA au carré plus 2GAB sinus bêta. Donc, est égal à delta prime. Donc, delta prime, c'est cette expression ici. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 41. Dans le repère OX', Y', la trajectoire est donnée par Y', elle est égale à X' au carré, plus B', X'. Donc ce qu'on veut, c'est le couple A', B'. Donc le repère OX', Y', c'est cette partie-là. C'est ici. Ça c'est X' et ça c'est Y'. Donc dans le repère OX', Y', la trajectoire est donnée par Y' est égal à A',
prime au carré plus b prime x prime. Donc ce qu'on veut, c'est a prime et b prime. Donc en partant du point B, Yahya saute avec une vitesse initiale V0 formant un angle alpha avec la verticale. Donc en partant du point B, ici, Yahya saute avec une vitesse initiale V0 formant un angle alpha avec la verticale. Donc lorsqu'elle part du point B, elle vient ici et elle saute avec une vitesse V0 qui forme un angle alpha. Donc les composants de la vitesse initiale sont V0x, ça. Donc selon x, V0x plus ça, c'est sinus. Cette partie-là, c'est sinus. C'est V0 sinus alpha et ça, c'est V0 cosinus alpha. Donc la trajectoire est décrite par x' qui est égal à V0xt, c'est-à-dire on part de cette origine ici. Donc on tire t, donc est égal à x' sur V0x, et on a y' est égal à moins 1 demi gt au carré plus V0yt. On remplace t ici, on a l'équation de la trajectoire. Donc cette équation, on va la comparer à celle-là. On tire donc a', il est égal à 1 demi moins g sur V0x au carré, et b' est égal à V0y sur V0x. Comme V0x, on connaît son expression ainsi que V0x, donc on remplace. On va trouver que a', a' a pour expression moins g sur 2 V0 au carré sinus carré alpha, et que b' est égal à 1 sur tangente alpha. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 42, la vitesse initiale minimale pour franchir le lac de longueur L peut être donnée par V0 minimal au carré est égal à GL au carré tangente alpha sur 2F. Donc, quelle est l'expression de F? Donc, la vitesse minimale pour franchir le lac de largeur L peut être donnée par cette expression ici. Donc, ce qu'on veut, c'est l'expression de F. Donc, pour franchir le lac, le point P doit être atteindre. Donc, le point P, c'est cette partie-là. C'est ça. Ça, c'est le point B. Donc, on a donc l'équation de qu'on vient de trouver. Donc, ça, c'est l'équation de la trajectoire. On a remplacé le A et le B par ces expressions. Avec x' égale à L et y' est égal à D. Donc ici, ça c'est L, ça c'est D. Cette partie, ça c'est D, ça c'est L. Donc on remplace x' par L et on remplace y' par D dans cette équation ici. Donc on aura cette expression ici. Donc après substitution, c'est du calcul, c'est tout, on va trouver que V0 au carré est là, cette forme ici. Donc ça, c'est ici sur 2f. Donc on prend tout simplement, on lève le 2, elle reste ce terme-là. Donc f elle est égale à sinus carré alpha, facteur de L moins D tangente alpha. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
La question 43, à l'arrivée sur le mur, c'est-à-dire à l'arrivée du point P, la vitesse horizontale peut s'écrire sous cette forme. VB est égal à V0 C' sur racine carrée de D'. Donc, quelle est la valeur de C' et D'? Donc, lorsque Yahya saute depuis le point B avec une vitesse initiale V0 formant un angle alpha avec la verticale, et il suit une trajectoire parabolique. Ça, c'est parabolique. Donc la vitesse horizontale reste constante tout au long du vol car il n'y a pas de frottement. À l'arrivée sur le mur, donc la vitesse horizontale peut s'écrire sur cette forme-là. Donc ce qu'on veut, c'est C' et D'. Donc à l'arrivée sur le mur, la vitesse horizontale reste constante car il n'y a pas de frottement. La vitesse horizontale initiale étant V0x est égal à V0 sinus alpha. Et selon la verticale, c'est V0y est égal à V0 cosinus alpha. Donc la vitesse horizontale ne change pas pendant le vol. Donc à l'arrivée sur le mur P, la vitesse horizontale est toujours Vp est égal à V0x qui est égal à V0 sinus alpha. Donc Vb qui est égal à V0 C' sur racine carrée de D', il est égal à V0 sinus alpha. Soit donc, on va simplifier par V0, il reste C' sur racine carrée de D' est égal à sinus alpha. On va enlever ça au carré, donc ça au carré, ça on va enlever au carré, donc on va donc se débarrasser de la racine carrée. Il reste cette expression ici. Et sinus carré alpha, c'est 1 moins cosinus carré alpha. Donc d'où cosinus carré alpha, elle est égale à 1 moins C' au carré sur D'. Or, tangente alpha, elle est égale à L sur 2D. Donc pour garder la valeur de alpha. Et on a, d'après l'énoncé, 1 plus tangente carré alpha, c'est 1 sur cosinus carré alpha. Donc cosinus carré alpha, on va la remplacer par 1 sur tangente carré alpha. C'est-à-dire est égal à 1 sur 1 plus, on va remplacer ici. Donc on aura donc ce terme ici, elle est égale à cette partie-là. C'est-à-dire on va réarranger le terme, on va trouver que cette partie-là est égale à cette partie-là. C'est-à-dire que ça, elle est égale à ça. Donc, ce qu'on veut, c'est C' et D'. Donc, identifier C' et D'. Donc, C' au carré, elle est égale à L au carré. C'est-à-dire que C', elle est égale à L. Et D', il est égal à racine carrée de L au carré plus 4D au carré. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc ici, pourquoi on a pris 2D? Parce que pour que la valeur de alpha reste intacte. Parce que l'ouverture ici, ça c'est... Donc ça c'est... Alors ça c'est D, il faut un autre D. Ici c'est 2D. Ça c'est D plus un autre D. Ça c'est D. Et ça c'est D.
Donc on a un triangle rectangle. Donc ça c'est D et D c'est 2D. L'exercice 3. On étudie le fonctionnement du circuit représenté sur la figure 3A, constitué des éléments suivants. Un générateur de tension de force électromotrice E égale 3,75 volts, une résistance R1 est égale à 1 kΩ, deux résistances R2, R3, une résistance R3 qui est égale à 200 ohms, un condensateur C, une bobine d'inductance L et de résistance interne R qui est égale à 50 ohms et un commutateur. Donc la question 44, à l'instant T0, le commutateur est en position 1. Donc l'équation différentielle vérifie par la tension UC aux bornes de C est DUC sur DT plus CUC, elle est égale à 1F. Donc ce qu'on veut, c'est la valeur ici de ce terme ici avec le F. Donc voici le circuit. Donc on a les données. Ce qu'on veut, c'est le couple EF, c'est-à-dire ce terme ici et ce terme ici. Donc on a les données ici. Donc on positionne maintenant le cas sur 1. Donc le cas, il se trouve en position 1. Lorsque le cas se trouve en position 1, donc le courant, il passe tout simplement dans cette maille. Donc celle-là ne fonctionne pas. Donc ici, on voit que le courant qui entre ici, elle passe par UC et elle passe par R1. On a ici un autre courant, IR, qui passe entre les deux résistances qui sont en parallèle. Donc d'après l'addition des tensions, on a la tension E, elle est égale à cette tension plus cette tension. C'est-à-dire ça c'est UC et ça c'est R équivalent I. Ça c'est R équivalent parce qu'il y a R2 qui est en parallèle avec R2. Donc R équivalent, parce que 1 sur R équivalent, 1 sur R2 plus 1 sur R2, c'est-à-dire que R équivalent est égal à R2 sur 2. I, le courant qui passe, elle est égale à IC plus I R1 qui passe ici. Donc on a donc le courant I, donc le courant I qui passe ici, elle est égale à
le courant qui passe par IC plus le courant qui passe par R1. Donc, IC, il est égal à C du UC sur DT. Et IR1, elle est égale à cette expression ici. Ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, on est ainsi, donc, UC, elle est égal à R1, IR1, c'est-à-dire que IR1 est égal à UC sur R1, car UC, elle est égale à UR. Là, donc, on a la même tension ici. Donc, et par suite, cette expression ici, elle prend cette forme-là, c'est-à-dire UC, R équivalent, on va la remplacer par R2 sur 2, et le I, il est égal à la somme, il est égal à cette partie plus cette là. Donc ceci est égal à E. Donc après réarrangement des termes, on trouve que cette expression ici, cette expression ici. Donc après calcul, donc on réarrange les termes, puis on va la comparer avec cette expression ici. Donc on tire donc que le E elle est égal à cette expression ici et que le F elle est égal à cette expression ici. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc ça c'est I, ça c'est IC et ça c'est R1. La question 45. La solution de l'équation UC de T qu'on vient de trouver dans cette partie. Donc la solution, elle s'écrit UC de T est égal à A', facteur de 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Donc quelle est la valeur de A' et de taux, c'est-à-dire la constante du temps. Donc, on a
cette expression ici. Et on a cette expression ici. Tout simplement, donc on va dériver ceci, on va l'insérer ici, puis on va comparer les termes. Donc on a cette partie-là, on va l'entrer ici, on va dériver. Et ici, on va la remplacer par son expression. Donc après dérivation, on trouve ces deux expressions ici. Donc ici, il n'y a pas d'exponentielle, donc on va la remplacer par 0. Donc la partie constante où il n'y a pas de temps, elle est égale à f'. Et cette partie-là, ça, elle est égale à 0. Donc on tire que E A' est égal à F et que ce terme ici est égal à 0. Donc d'où on tire que A' elle est égale à F sur E. A' est égal à F sur E. Et ici, on a 1 sur taux moins E égale à 0. C'est-à-dire que taux est égal à 1 sur E. Donc, soit A', elle est égale à donc soit A', elle est égale à 2E sur R2C qui divise 2R1 plus R2 sur R1, R2C. C'est-à-dire est égal à 2 R1E sur 2 R1 plus R2. Et taux, il est égal à 1 sur 2 R1 plus R2 sur R1, R2C. C'est-à-dire est égal à R1, R2C sur 2 R1 plus R2. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Ça, ce sont les expressions de F et de E qu'on vient de trouver pour la question précédente. La question 46. En exploitant la figure 3b, représentant l'intensité en fonction de la charge Q du condensateur. Donc, I est égal à F de Q. Donc, ce qu'on veut, c'est le couple R2 et C. R2 en kilo-ohm et C en microfarad. Donc, le condensateur est déchargé. Donc, Q égale à 0. Donc, I0, il est égal à E sur R équivalent. Et R équivalent, c'est R2 sur 2. C'est-à-dire que I0 est égal à 2E sur R2. En exploitant la figure 3b, c'est-à-dire ici, ça, représentant l'intensité I en fonction de la charge Q du condensateur, alors I0, ici, sa valeur c'est 5 qui multiplie 1,5. Ça c'est 1,5, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et E, elle est égale à 3,75. Ça c'est l'hypothèse. R2, elle est égale à 2E sur I0. Donc on tire R2, donc sa valeur c'est 1 kilo-ohm. Donc on a trouvé R2. C, c'est la pente de cette droite ici. Donc la pente, donc P, elle est égale à delta I sur delta Q. Donc on trouve qu'elle est égale à cette expression ici. Donc elle est égale à moins 1 sur C R équivalent. Donc P, elle est égale à cette expression-là, est égale à 536 ampères par coulomb. Donc elle est égale à 2 sur CR2. Donc C, elle est égale à 2 sur PR2. C'est-à-dire 2 divisé par cette expression ici, on va trouver qu'elle est égale à 3,73 microfarad. Donc R2, elle est égale à 1 kg et C, elle est égale à 3,73 microfarad. P, c'est la pente de cette droite.
La question 47. L'énergie E en joules emmagasinée par le condensateur en régime permanent. Le régime il est permanent. Donc on a l'énergie, ça c'est l'expression de l'énergie emmagasinée. Donc c'est C sur 2 UC au carré. En régime permanent, la tension au bord du condensateur est UC infini. Donc lorsqu'on remplace ici T par l'infini, donc ce terme-là égale à 0. Donc il reste A'. Et A', on sait son expression. C'est-à-dire on va trouver que A' il est égal à 2,5 volts. Et on sait qu'on vient de trouver est égal à 3,73 10 à la puissance moins 6 farad. Donc on remplace ici. Donc on remplace donc UC à l'infini. C, tout simplement, ça c'est C. Et UC à l'infini, c'est égal à 2,5 au carré. Donc on va trouver qu'il est égal à peu près à 1,6 10 moins 5 joules. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc la question 48 a une nouvelle origine des dates. On bascule le commutateur en position 2. Le commutateur se met dans cette position-là. C'est-à-dire que cette partie-là devient inactive. Donc le courant passe ici. Donc l'équation différentielle vérifiée par la tension UL au bord de la bobine s'écrit R3 plus petit r UL plus G DUL sur DT est égal à H fois E. Donc quelle est l'expression de G et de H? Donc on a l'expression de la tension au bord de la bobine, elle s'écrit sous cette forme-là. Ce qu'on veut, c'est G et H. Donc, le circuit intéressé, c'est celui qui est en bleu ciel. Cette partie-là, elle est en bleu. Donc, ici, on a le E, elle est égale à la tension au bord de la bobine avec, qui est en série avec R3. Donc, on a donc UL plus UR3 est égal à E. C'est-à-dire que donc le UL, on va la remplacer par son expression LDI sur DT plus RIT. Plus UR3, c'est R3, IT est égal à E. Donc on va réarranger R avec le R, puisqu'ils sont en série. Donc on a UL plus UR3, elle est égale à E, c'est-à-dire UR3, elle est égale à E moins UL. Donc c'est-à-dire que R3 I de T, ça, elle est égale à E moins UL. UR3 est égal à E moins UL. Donc c'est-à-dire que I de T, puisque I de T c'est quoi? C'est UR3 sur R3. Donc il est égal à cette expression ici. On va dériver ce terme ici. C'est dériver ce terme. Ça c'est constant. Donc on va dériver tout simplement cette partie-là. Donc L dI de T sur dt, ça, plus R I de T, plus R3 I de T est égal à E. Ça, il devient équivalent à moins L DUL sur R3 dt plus R3 facteur de E moins UL sur R3 est égal à E. Donc tout simplement, on a remplacé les termes ici. Maintenant, on va réarranger les termes. Donc c'est tout simplement, on va réarranger le terme, puis on va la comparer avec l'écriture. On va trouver que G, elle est égale à L, et que H, elle est égale à R. Donc d'où il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.
La question 49, la solution UL vérifie R3 plus R, UL est égal à alpha plus bêta E moins T sur tau, sachant que UL à l'instant 0, il est égal à E. Donc il est le couple alpha et bêta. Donc ça, c'est la solution de cette équation ici. Donc, on a UL à l'instant 0, il est égal à E. Et on a, ça c'est la solution de l'équation différentielle. Donc, la solution de cette équation est UL de T, elle est égale à cette expression ici. Donc, en régime permanent, DUL sur DT est égal à 0. Et UL et l'infini, il est égal à RE sur R plus R3. Et comme ça, comme cette écriture elle est égale à celle-là, c'est-à-dire que R plus R3 UL et l'infini, il est égal à cette expression ici. Lorsque on remplace T par l'infini, on se débarrasse de ce terme, il reste simplement alpha. Donc alpha, il est égal à R plus R3 UL et l'infini. Donc, c'est-à-dire que UL et l'infini, on va la remplacer par son expression, c'est-à-dire RE sur petit r plus R3. Donc, ceci, il est égal à RE. Et on a R plus R3 UL de T est égal à alpha plus bêta E moins T sur tau. Ça, c'est la solution. Donc, lorsqu'on remplace par 0, on a ici alpha plus bêta, et ça, elle est égale à E. Donc, ceci, elle est égale à E qui multiplie R plus R3. Est égal à alpha plus bêta, l'exponentielle de moins 0. C'est-à-dire que alpha plus bêta, ça c'est alpha plus bêta, elle est égale à ce terme ici. C'est-à-dire que bêta, elle est égale à ce terme-là, moins alpha. Et alpha, on vient de trouver, elle est égale à RE. D'où alpha, elle est égale à RE, et que bêta, elle est égale à R3E. Parce que RE, ici, on va le simplifier avec RE, il reste R3 fois E. Donc d'où alpha et bêta est égal à RE, R3E. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. La question 50, la tension U aux bornes de R3. Vérifie R3 plus petit r U de T est égal à T, facteur de 1 moins T sur T. L'expression de T. Donc ce qu'on veut, c'est l'expression de T. Donc, la tension au bord de R3 vérifie, ça c'est tau, c'est pas T, ça c'est tau. Ça c'est tau, ça c'est T. Donc l'expression de la tension R3, elle vérifie cette équation ici.
ce qu'on veut, c'est le t. Donc, on a r plus r3 u de t, elle est égale à t facteur de 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. C'est-à-dire que r plus r3, lorsque u allant à l'infini, c'est-à-dire pour le régime permanent, on va remplacer ici l'infini. Donc, comme e, il est égal à u de t plus ul de t, donc on a u de t plus ul de t, on vient de trouver qu'il est égal à cette expression ici. C'est-à-dire est égal à cette expression ici. Donc le e, elle est égal à u, l'infini plus, lorsqu'on remplace ici par l'infini, ce terme est égal à 0. Elle reste tout simplement u à l'infini, re sur r plus r3. Donc u à l'infini est égal à e. Donc u à l'infini est égal à e moins ce terme ici. Donc ça, c'est-à-dire cela, lorsqu'on remplace ici, on va trouver que t elle est égale à cette expression ici. Donc t elle est égale à r3 fois e. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 51, la courbe de la figure 3C, ça c'est ln, et ça c'est le temps en millisecondes. Donc, ce qu'on veut, c'est l'expression de temps en microsecondes. Donc, on a ln de cette expression ici. Donc, on veut temps en microsecondes. Donc, la pente ici, c'est delta de ce terme-là sur delta de ce terme ici. Donc, ça, c'est 5. Ici, on va prendre tout simplement cette partie-là. Donc, 5 avec 0,04. Donc, ça, c'est 5 moins 0. Et ça, c'est 0,04 moins 0. Ça, c'est en millisecondes. Donc, il faut multiplier par 10 moins 3 pour que se change en secondes. Donc, on aura la pente est égale à 125 000 secondes moins 1. On a cette expression ici. Donc, u de t, elle est égale à cette expression ici divisée par celle-là. Ainsi, donc, t moins u de t, c'est-à-dire c'est t moins cette expression ici. Cela implique que t sur t moins u de t, c'est-à-dire l'inverse, on va inverser ici. Donc l'inverse, elle est égale à cette partie-là. Soit donc t sur t moins u de t qui multiplie r3 plus r, elle est égale à 1 sur 1 moins 1 moins e moins t sur tau. Donc on passe au logarithme. Donc logarithme de cette partie-là est égal à ln de cette partie-là. C'est-à-dire que ça c'est cette partie-là, donc ln de 1 sur, c'est moins. Donc ça, on a 1 moins 1, c'est 0. Et ça devient e. Donc c'est e moins t sur tau. Donc ln de l'exponentielle de moins t sur tau, c'est t sur tau, puisqu'ici il y a un moins, ici il y a un moins. Donc la pente de la droite est donc t sur tau. Ainsi donc, on a ln de cette partie-là sur delta t, elle est égale à 1 sur tau, qui est égal à 125 000. Donc tau, elle est égale à 1 sur 125 000. Donc est égal à 8, 10 moins 6, qui est égal à 8
microsecondes. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 52. L'expression de taux. Donc l'expression de taux. La constante du temps taux pour un circuit RL est donnée par taux égal à L sur R3 plus R. Ça c'est connu, donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 53, la valeur numérique de l'inductance L de la bobine en millihenry. Donc, on a taux égal à L sur R3 plus R. Et temps, on vient de calculer, est égal à 8 moins 6 secondes. On a R3. Donc, on a R3 est égal à 200 ohms et on a R est égal à 50 ohms. Donc, on va la remplacer ici pour tirer le L. Donc, L, elle est égale à 2 moins 3 Henry. C'est-à-dire est égal à 2 millihenry. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste.
L'exercice 4. Une des réactions de fonctionnement d'un cœur de réacteur. Hey, cette équation ici. Donc cette transformation nucléaire est une fission, fusion, désintégration β-, capture d'électrons ou bien aucune réponse. Donc ça, l'équation nucléaire donnée ici, ça représente une réaction nucléaire dans un cœur de réacteur, c'est ça. Donc avec l'uranium 235, et qui donne le Kr avec le Ba. Donc ainsi ça correspond à ce qu'on appelle une fission nucléaire. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc la question 55 consiste à trouver le X ici. Donc il y a conservation, donc il y a conservation des A et il y a conservation des Z. Donc on a ici 235 plus 1. Ici on est égal, donc ceci il est égal à 93 plus 140 plus N fois A. Ici on a 92 plus 0. Elle est donc est égale à 36 plus 56 plus NZ. Donc ça nous donne cette expression ici, et ça nous donne cette expression ici. Donc on a d'ici, on peut tirer à quoi est égal NA. Donc 236 moins cette expression ici. Donc NA, elle est égale à 3, c'est-à-dire 3.1. C'est-à-dire que le N, il est égal à 3, et le A, il est égal à 1. Et on a ici NZ, ça c'est 0. C'est-à-dire que Z égale à 0. Donc l'élément où la charge égale à 0 et le nombre A qui contient les neutrons avec les protons est égal à 1. Donc ça, tout simplement, c'est un neutron. Donc le X, c'est un neutron. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La question 56, l'énergie E0 libérée au cours de cette transformation vaut combien? Donc, l'énergie libérée E0. Donc, E0, c'est la masse des réactifs plus la masse du neutron, C au carré moins la masse des produits, qui multiplie C au carré, pour avoir E0 est égal à un terme qui est positif. Sinon, on peut prendre ce terme-là, moins ce terme-là, mais avec un signe moins. Donc, tout simplement, on va remplacer. Donc, ça, voici son expression avec le U, c'est-à-dire U. Et ça, est égal à cette expression ici, U. Et ça, tout simplement, c'est des calculs. Donc, on va trouver que ceci, elle est égale à 0,1846 UC au carré. Donc, le U, on va le remplacer par son terme ici. C'est-à-dire par 931,5 MeV CU. Donc, on a cette expression ici. Donc, c'est moins 2 avec C au carré et son part. Elle reste ce terme ici, c'est-à-dire c'est égal à 171,9549, à peu près est égal à 172 MeV. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. L'énergie maximale
libérée en joules avec une masse de 1 kg d'uranium-235. Donc, on a l'uranium 235. Donc, on a pris 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes. Donc, on a la masse molaire, on a l'énergie libérée par la réaction de fission, on vient de trouver. Donc, calcul du nombre de noyaux dans 1 kg. Donc, dans 1 kg, nombre de moles, c'est N égale à 1000 sur 235, qui est égal à 4,255 moles. Le nombre de noyaux, c'est-à-dire Cn, est égal à N fois Na. Donc, ceci, il est égal à 4, ça c'est le nombre de moles, qui est multiplié par le nombre d'Avogadro. Donc, est égal à 2,563 10 à la puissance 24 noyaux. Donc, l'énergie maximale libérée, c'est E0 qui est égal à 172 MeV. Donc, on va prendre ce terme ici, on va la multiplier par le nombre 1,6002, 10-13 pour la convertir en joules. Donc, on a ainsi E0 en joules, elle est égale à 2,76 10-11 joules. Donc, l'énergie maximale, c'est N fois E0. Et le N, c'est cette expression ici, fois cette expression ici. Donc, on va trouver qu'il est à peu près égal à 7,06 10 à la puissance 13 joules. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, la question 58. Si les barres de contrôle ne sont plus présentes, l'énergie après la énième génération suit une loi de type donc, et si les barres de contrôle ne sont pas présentes. Donc, l'énergie après la énième génération. Donc, on a l'équation ici de la réaction. Donc, ici, N, elle est égale à 3. On vient de trouver que N elle est égale à 3 neutrons. Donc, génération 0. Donc, un neutron initial provoque une fission. Donc, il libère E0 et produit 3 neutrons. Donc, chaque réaction, donc chaque attaque, elle va nous donner 3 neutrons. Donc, soit E0 est égal à 3 E0. C'est-à-dire est égal à E0 qui multiplie 3 à la puissance 1. Donc, ça c'est l'énergie. E0, ça c'est tout simplement E d'indice 0, c'est-à-dire la génération 0. Ça c'est la génération 0. Ça c'est l'énergie 0 qu'on vient de trouver avant. Donc la génération 1, il y a 3 neutrons. Donc 3 neutrons, elles provoquent 3 fissions. Ils libèrent 3 E0 et produisent donc 3 fois 3 qui est égal à 9 neutrons. Soit donc E1, E d'indice 1, elle est égale à 9 au 0. Et 9 c'est 3 au carré. La génération 2, il y a 9 neutrons. 9 neutrons, elles vont provoquer 9 fissions. Donc, ils libèrent 9 E0 et produisent 9 fois 3, c'est-à-dire 27. Donc, soit E d'indice 2, il est égal à 27 E0. Et 27, c'est 3 à la puissance 3. Et ainsi de suite. Donc, la génération N, elle va être décrite par En est égal à E0 qui multiplie 3 à la puissance N. Donc, il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste.
La question 59. L'énergie libérée pour 1 égale à 50. Donc, on a cette expression ici. On va remplacer le n par 50. Donc, on va trouver qu'elle est égale à 2,76 10 à la puissance 3 joules. Donc, aucune réponse. La dernière question, quelle application militaire utilise cette propriété? Donc, tout simplement, c'est la bombe atomique, puisque normalement, il s'agit de la bombe atomique. Donc, tout simplement, c'est l'écriture, c'est-à-dire la fission nucléaire qui libère une énergie massive en très peu de temps et utilisée dans la bombe atomique. Les autres options, avions nucléaires, réacteurs sous-marins, l'atomodoncétométrie nucléaire, ne correspondent pas à une application militaire directe basée sur la fission nucléaire explosive. L'application militaire qui utilise cette propriété est la bombe atomique, donc il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste.
Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.